Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 24 juillet 2008 et j'ai le plaisir de vous présenter le 53e numéro d'Entre nous soit dit. Nous vivons en ce moment une crise financière, bancaire, économique, en tout cas elle commence à être économique, qui défraie la chronique quotidienne et qui effraie l'ensemble de ceux qui sont un peu conscients sur cette planète, et ils sont quand même assez nombreux. Pour en parler, et pour voir si cette crise s'inscrit dans un ensemble ou si elle est le fruit d'un hasard malheureux, nous avons le plaisir d'accueillir Olivier de Duclas. Bonjour Olivier de Duclas. Bonjour Claude. Nous sommes heureux de vous accueillir à un double titre. D'abord parce qu'il y a environ un an, vous étiez notre invité et vous aviez pronostiqué, je dois le dire, pour l'essentiel, les éléments et les événements qui nous occupent actuellement et qui nous inquiètent. Et d'ailleurs, ça ne date pas d'un an, puisqu'il y a 5 ans, vous avez publié un ouvrage dont la relecture est un plaisir, si j'ose dire, parce que ce qui s'y trouve n'a rien de plaisant, que je présente à la caméra. Le crack programmé, comment préserver son patrimoine, par Olivier de Duclas, aux éditions Jean-Cyril Godefroy. C'est un livre qui a 5 ans, mais où aucun des éléments n'a vieilli. Je l'ai relu à l'occasion de cette émission, comme je le fais assez souvent d'ailleurs, car j'ai toujours plaisir à retrouver vos prévisions. Et je précise pour ceux de nos téléspectateurs qui ne le sauraient pas que vous êtes un analyste technique et que vous êtes bien sûr aussi écrivain et qu'en particulier vous avez popularisé en France les fameuses courbes d'Elliott dans un ouvrage un peu plus savant que celui-ci qui requiert tout de même un peu plus de technicité mais qui est néanmoins passionnant, qui s'appelle tout simplement les courbes d'Elliott. Elliott égale. Égale, voilà. Alors, nous sommes donc aujourd'hui au cœur d'une crise financière grave, dont on nous disait il y a quelques semaines encore qu'elle était pratiquement terminée, que nous n'allions plus avoir que quelques petites retombées, et on s'aperçoit quelques semaines après que la crise rebondit de plus belle. Alors, ce qui nous intéressera peut-être dans un premier temps, c'est d'essayer de la resituer, parce qu'au fond, ceux qui croient que cette crise arrive comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu sont des gens qui ne vous ont pas lu en vérité. Alors comment se déroule, comment s'est déroulé ou se sont déroulés les événements qui nous ont conduits à cette crise? Je commencerai par une citation du président en exercice lors de 1929. Les fondamentaux sont sains. Les fondamentaux de l'économie, bien sûr, et phrase qui est répétée par le président Bush à l'envi. Ce qui veut dire tout simplement que l'histoire se répète, jamais pareil, avec des intensités plus ou moins fortes, mais l'histoire se répète. Il faut des allusions aux courbes d'Elliott. C'est une théorie magnifique selon laquelle c'est le subconscient, que les prix n'évoluent pas au hasard, mais suivant des cheminements préétablis par le subconscient collectif. Un bel exemple de prévision extraordinaire a été réalisé en 1978 par Prechter, qui a repris le flambeau d'Elliott, annonçant qu'on allait avoir un marché extraordinairement baissier dans les années 80, extraordinairement haussier, dans les années 80. Et j'ai relu il y a quelque temps ces prévisions, c'était étonnant. Donc les années 80, les 20 ans qui ont suivi ont été une explosion magnifique, due en grande partie à l'expansion monétaire. Et il a prédit en 1978 l'explosion au sens de hausse du Dow Jones. Et il a prévu qui s'est produit. Il a prévu exactement que la dernière vague de hausse qui allait se dérouler sous nos yeux ébahis allait être la dernière, avant une crise majeure d'une importance au moins aussi grande que celle de 1929. Alors, petite précision, avant que nous n'allions plus loin, pour ceux de nos téléspectateurs qui n'auraient pas lu votre ouvrage ou les ouvrages précédents, la théorie d'Elliott, celle des courbes, est une théorie, alors je vais la résumer évidemment très sommairement, qui indique que toute hausse, toute phase haussière se traduit par 5 hausses successives avec des rechutes à chaque fois, et qu'à la fin de la 5e phase de hausse, le 5e pic en quelque sorte, lorsqu'on atteint précisément le pic de hausse, on retombe très bas. On retombe très bas. C'est-à-dire qu'on corrige les excès. Voilà. Alors, ce qui est très important également, pour que nos téléspectateurs ne croient pas qu'il s'agit de l'application mécanique d'un principe, c'est que la durée de ces phases n'est pas inscrite dans le marbre. Ça peut durer peu de temps ou très longtemps.
Mais ce qui est sûr, d'après ces courbes en tout cas, c'est que le mouvement général est bien celui-là, et que quand on atteint le pic au terme de la 5e vague de hausse, on est sûr de retomber à un moment ou à un autre. Exactement. Voilà. Alors, pour dresser un schéma un peu général, on va donner quelques petites dates. La première grande crise a été celle de 1720. J'oublie celle des tulipes, que certains reprennent, qui était en 1637. Mais la première grande crise vraiment importante, c'était en 1720. Le système Laos s'effondre, la Compagnie des Indes, la Compagnie des mers du Sud, en France et en Angleterre, s'effondrent. Il y avait une spéculation effrénée, tout aussi semblable à celle qui s'est produite jusqu'à l'an 2000. C'est-à-dire qu'on a frété des navires pour aller faire du commerce. Et avant que le navire soit affrété, même construit, les compagnies voyaient leur cours multiplié par N. C'est exactement, effectivement, Internet. Ce qui s'est passé avec Internet. Exactement. On n'a jamais vu, à part une ou deux exceptions, une nouvelle société Internet gagner de l'argent. En revanche, leur cours de bourse a explosé littéralement jusqu'au choc de 2000, dont jusqu'à présent, l'économie Internet ne s'est pas remise, puisque nous sommes toujours aux environs de 2000-2300 points pour le Nasdaq, qui est l'indice emblématique des valeurs Internet, alors qu'il avait atteint 4 à 5 000 poins, je crois. 4500. Le Nasdaq a pris un coup sur la tête, donc ne s'est jamais remis, alors que le Dow Jones a fait un nouveau sommet, tout à fait l'année dernière. Voilà. Exactement l'année dernière. Voilà. Donc, dans les ouvrages que j'ai écrits, en particulier dans le dernier, qui s'appelle « Votre emploi est menacé », et si on nous cachait les vraies causes du chômage, j'ai analysé les différentes raisons pour lesquelles il y avait des crises. Alors il y a des crises qui sont dues au système bancaire, des crises qui sont dues à l'économie, enfin il y a différentes sortes de raisons pour lesquelles... Des crises qui sont dues à l'expansion du crédit, des crises qui sont dues à l'entêtement, comme en 1929. C'est le cas, parce qu'en 1929 tout allait bien, le budget était en équilibre, mais l'endettement des particuliers, principalement, était extraordinaire. Et ici, nous avons endettement des États, endettement des particuliers, tout marche à crédit. Donc actuellement, nous sommes dans une phase qu'il faut peut-être resituer à la lumière des courbes d'Elliott. Est-ce que nous sommes en train d'aborder ou de terminer la dernière phase de hausse, ou est-ce que nous sommes déjà dans la phase descendante? Nous sommes déjà dans la phase descendante. Pour le CAC 40, ça a été l'année 2000 qui a connu le top. Nous avons baissé jusqu'à 2400, nous avons rebondi jusqu'à 6168, donc récemment. Et il faut savoir que toute correction se compose de 3 grandes vagues. La première vague pour le CAC 40, c'est bien entre 2000 et 2003, mars 2003. Première vague de baisse. Deuxième vague, on remonte, c'est ce que nous venons de connaître. Et troisième vague, on s'enfonce. C'est cette vague-là que nous allons connaître maintenant, que nous sommes en train de connaître maintenant, et qui va nous amener, selon les prévisions que j'ai toujours faites, même en 2002, même en 2003 dans le crack programmé, on va corriger tous les excès, on va revenir au point de départ, c'est-à-dire en 1995 à 1700, quand la grève des transporteurs paralysait la France. Transporteurs, dockers, tout était paralysé. Et là, j'avais pu fortement encourager mes clients de l'époque à acheter le CAC, parce que j'étais sûr qu'il allait remonter comme un fou. Alors maintenant... donc on va revenir à 1700. Voilà. Donc si on redescend vers 1700 points, il y a encore du chemin à faire, puis nous sommes actuellement à 4000, 4004, etc. Et nous avons bien entendu devant nous des comparaisons qui sont quand même un petit peu troublantes, parce que s'il est vrai que le CAC a quand même subi une baisse et qu'il a subi également le choc de la crise des subprimes et de la crise économique et bancaire, en revanche, le Dow Jones semble se porter admirablement bien, il ne baisse pratiquement pas. Si, le Dow Jones baisse. Il baisse un peu, mais pas beaucoup. Non, il a baissé pas mal quand même. À ce point-là? Oui, depuis un an, il a pas mal baissé. Oui. Enfin, il est quand même toujours aux environs de 11 000, 12 000 points. Oui, mais il a été à 13 000, oui, quelques... Enfin, disons que ce n'est pas une baisse énorme. Ce n'est pas une baisse énorme, ce n'est que le début. Oui. Ce n'est que le début, selon moi. Donc les rythmes de baisse des indices boursiers ne sont pas parallèles. Donc. Ils ne sont pas toujours, ils ne suivent pas exactement le même chemin. Il faut savoir qu'il y a 13 configurations, j'appelle ça des pochoirs, 13 configurations possibles pour une baisse. Donc on a le choix. Et le marché adopte celle qui lui convient le mieux.
Enfin, il y a quand même une corrélation assez forte. C'est vrai que le Dow Jones a connu un sommet supplémentaire, mais le Nasdaq, lui, était loin derrière. Il n'a même pas récupéré la moitié du chemin par rapport à l'an 2000. Pas plus d'ailleurs que l'indice Nikkei, l'indice japonais, n'est jamais ressorti du trou dans lequel il a été jeté en 1989. Et il n'a pas fini sa baisse. Il n'a pas fini sa baisse. D'ailleurs, on s'aperçoit de temps en temps, on a de meilleurs indices au Japon, le Nikkei semble en profiter un peu, et puis tout d'un coup il rebaisse. Et on dirait qu'il n'arrive pas à s'échapper de ces basses eaux, et que finalement, quoi qu'on fasse et quoi qu'il fasse, il reste toujours à ce niveau-là, et donc vous nous dites qu'il va baisser encore. Et je vous dis quelque chose qui va faire un peu de chagrin à de nombreux gestionnaires de portefeuille. Le grand recours à la Chine et à l'Inde est terminé. Ce recours est terminé parce que ces indices ont perdu 30 à 40% depuis un an. Ils sont en période de correction profonde. Il va probablement y avoir un ralentissement économique marqué. D'ailleurs, dans ces pays. D'ailleurs, alors qu'il est en... abordons tout de suite ce qui passionne les gens, le pétrole. Voilà. Les rumeurs qui circulent sont que la Chine va cesser d'acheter du pétrole pendant plusieurs mois, parce qu'elle aurait suffisamment de stock. Et effectivement, le pétrole a baissé de 15% en quelques jours. Et moi, j'ai annoncé hier que, selon moi, le pétrole avait atteint son pic pour plusieurs années. Ce qui nous promet qu'on va corriger les excès. Et les excès, on est parti de 10 en 1999, mais les 24 précédentes, parce qu'on revient toujours, on corrige toujours les excès par palier, les derniers excès, puis les excès d'avant. Donc le dernier excès, ça va être dans les 50. Le pétrole à 50, ça fait 247 à 50, ça fait qu'il va perdre les 2 tiers de sa valeur, probablement. C'est quand même une bonne nouvelle que vous nous annoncez, puisque... Malheureusement. Une nouvelle ne vient jamais seule. Il y a une mauvaise nouvelle qui va avec. Pour nous, qui va avec, c'est que l'euro a fait son temps. Tout se passe comme si l'euro était en train de se renverser à la baisse et le dollar monter. Mais il va monter fort. Et il va annuler, si ça se passe comme je le pense, comme les chartes semblent me l'indiquer, vous avez une chute du pétrole qui va être en partie compensée, au moins en grande partie, par la hausse du dollar. Donc la baisse profonde du pétrole à la pompe, ce n'est pas pour demain. Mais néanmoins, on va quand même probablement connaître une baisse sensible. Alors, il y a un autre élément très important qui consiste à essayer d'évaluer les conséquences, d'une part du rapport des monnaies et d'autre part de l'inflation. On nous dit actuellement qu'en Europe, une inflation qui reste quand même très modeste. Si les chiffres officiels sont les bons, 3,6% d'inflation. On a connu mieux. On a connu mieux, on a connu 15, 20, davantage 15 surtout dans les années 70. Mais il n'empêche que je voudrais saisir cette occasion de signaler à quel point j'éprouve de l'admiration pour un certain nombre de nos économistes qui nous avaient prédit il y a à peine un an que l'inflation s'était terminée depuis longtemps et qu'il n'y en aurait plus jamais parce que les productions des pays comme la Chine et l'Inde, etc., avaient fait baisser définitivement l'inflation. Or, ils ont simplement oublié un petit point, c'est quand même que ces pays-là, d'abord, étaient eux-mêmes menacés d'inflation, et que d'autre part, la hausse des salaires finit toujours par se faire dans des pays où l'économie marche bien. Et du coup, ces pays consomment également, et ça explique un certain nombre de phénomènes. Et tout d'un coup, on nous dit, ben non, l'inflation n'a pas disparu, ça devient même un grand danger. Alors, quelle est la vérité dans tout cela? Je crois qu'il y a un grave malentendu qui inspire, malheureusement, ou heureusement, je n'en sais rien, qui inspire en tout cas la politique des banques centrales, dont la mission, quasiment unique, et la lutte contre l'inflation. Donc elles ont fait tout ce qu'elles ont pu pour empêcher la hausse des prix. Et donc, on constate, comme vous venez de le faire remarquer, qu'il y a une résurgence de l'inflation. Et M. Trichet d'augmenter encore de 25 points, et peut-être encore de 25 la prochaine fois. Parce que, alors que c'est une noble tâche que de lutter contre l'inflation. Mais le danger le plus grave qui nous menace n'est pas l'inflation, mais la déflation. Voir le prix des maisons aux États-Unis. Heureusement que Mme Lagarde est là. La crise immobilière s'arrêtera aux frontières de la France. Comme le nuage de Tchernobyl. Exactement. Elle est gentille. Mais l'Angleterre, qui est un pays exceptionnel, qui a connu un essor exceptionnel, connaît une crise grave de l'immobilier. L'Espagne, encore pire. Et ça s'arrêterait en France. Et Paris ne baissera jamais parce que c'est Paris.
Et moi qui dois acheter, j'espère bien que ça va baisser. Oui, donc en fait, tout ce que racontent les uns et les autres est évidemment à peser au trébuchet de l'actualité immédiate et des effets qu'ils espèrent produire. Alors l'inflation, j'ai entendu quelqu'un, un officiel je crois, un politique, qui disait des choses très justes sur l'inflation. Si inflation il y a, et il y en a, ce n'est pas une inflation par les coûts de production, en tout cas par les coûts salariaux, c'est une inflation par l'augmentation du prix des matières premières. Car, comme pour tout élément, comme pour les indices boursiers, comme pour tout, le prix des matières premières varie selon les mêmes règles mises en lumière par Elliott. Et moi j'ai vécu dans les marchandises toute ma vie, et je me rappelle qu'en 1973, il y avait un pic extraordinaire des sojas, du blé, etc. Depuis quelques années, depuis 2-3 ans, je préviens mes clients que ce sommet de 1973 serait battu. Il l'a été, récemment. Que ce soit en tourteau de soja, en huile, en soja beans, en blé, il l'a été. Donc c'est la vie des marchés, c'est normal. Après, d'ailleurs c'est peut-être pas tout à fait fini, mais après vous allez avoir un immense plongeon spectaculaire. Donc l'inflation, c'est une inflation importée par le coût des matières premières, le coût du pétrole, le coût du blé, et ça nous aura sans doute l'occasion de revenir sur cet immense gâchis que constitue l'agriculture mondiale. Alors, avant de revenir à l'agriculture mondiale, venons-en quand même aux effets de la crise qui a débuté officiellement au mois d'août 2007, il y a donc bientôt un an. Cette crise est évidemment une crise, tout le monde le sait aujourd'hui, des prêts qui ont été faits à des ménages peu solvables, dont l'endettement immobilier se doublait d'un endettement de consommation, puisqu'on leur prêtait sur la valeur supposée que leur bien immobilier avait atteint. Or, ce marché s'est effondré, et nous avons vu les événements qui sont actuellement en cours et que chacun connaît. Il y a quand même un point sur lequel j'aimerais insister, et c'est ce qui me fait dire que vos analyses sont terriblement lucides, c'est qu'il fallait vraiment faire exprès pour ne pas voir. Simplement les mots. Subprime, le terme complet c'est subprime loans. Subprime, ça ne veut pas dire une prime en dessous, ça veut dire de second ordre, de seconde zone. C'était des prêts de mauvaise qualité. Et là-dessus, se sont ruées toutes les banques internationales qui ont acheté ça à tour de bras, parce que ça rapportait plus que dans une période de taux d'intérêt bas que les opérations qu'ils pouvaient faire par ailleurs. Et aujourd'hui, on s'étonne qu'il y ait une crise. Cela étant dit, je suis toujours sur le point, en train de chercher quel est le montant exact des prêts qui ont été consentis. Alors on m'explique... Ils ne vous le diront pas. Ils ne me le diront pas, mais j'ai beaucoup de mal. Ils ne vous le diront pas, et ce sera connu quand toutes les banques qui doivent faire faillite auront fait faillite. À ce moment-là, on saura, tiens, on n'aura qu'à faire les additions. Mais c'est ça, parce que ça emprunte à tour de bras. En ce moment, les banques elles-mêmes sont en difficulté, en grave difficulté. On en est à 1000 milliards de dollars, à peu de choses près. Mais j'avais quand même vu passer des informations selon lesquelles l'ensemble des titrisations, alors qui ne concernent pas toutes, naturellement, des prêts de mauvaise qualité, mais qui peuvent considérer des dettes d'entreprise très saines, avaient atteint des sommes qui étaient de l'ordre de 125 000 milliards de dollars. Alors vous imaginez 125 fois plus de titrisations qu'il y en a actuellement de connues. La marge de progression, si j'ose dire, est infinie. Oui, on vit dans un monde de fous dans lequel les banques sont coupables. Elles sont coupables parce qu'elles ont oublié leur mission. Leur mission, c'est de faciliter l'économie. De faciliter éventuellement l'acquisition de biens immobiliers, mais de faciliter pour les particuliers, et de faciliter l'économie, c'est-à-dire la vie des entreprises. Elles se sont mises à spéculer pour leur propre compte. Et elles ne savent pas évaluer leurs risques. Et je le sais de sources que je peux dire sûres, puisque j'ai une fille d'amie qui contrôle les risques dans une grande banque. Alors vous pensez bien que je l'ai interviewée. Comment fais-tu? Est-ce que tu contrôles ceci ou cela? Ah non, pas cela. Mais pourquoi? Aucun risque. Il n'y a pas de danger.
Donc on leur dit de contrôler ce qu'il faut contrôler, ce qu'on veut contrôler. Voilà. Mais tout a un risque. En particulier, la position qu'ont adoptée les grandes banques françaises de teneur de marché, c'est-à-dire offrant des contreparties aux gens qui veulent acheter des varants, c'est-à-dire des options d'achat ou des options de vente. Les acheteurs, eux, ils payent tout de suite leur option. Mais la banque, elle doit faire face, quel que soit le prix, que ça s'envole ou que ça s'écroule, elle doit faire face. Elle ne connaît pas, elle ne peut pas savoir le montant qu'elle a engagé, qu'elle va. Elle ne connaît pas son risque en réalité. Donc je préconise de bannir ce genre d'opération, purement et simplement. Et donc de bannir tout placement qui transiterait durablement par les banques. Je dis bien durablement. En tout cas, je crois que si les banques faisaient leur marché, c'est-à-dire conseiller éventuellement, parce qu'elles sont dans l'habitude, mais de spéculer pour leur compte, ça les met dans une position intenable. Comment voulez-vous conseiller et opérer pour votre compte? Tous les matins, la banque se réveille, il y a un personnage qui centralise tout, tous les carnets d'ordre, il voit bien ce que va faire le marché en fonction des ordres qu'il a en carnet. Il prend l'avantage et il achète avant les autres, avant ses clients. La fameuse muraille de Chine n'existe pas. Elle existe d'ailleurs d'autant moins, et vous le signaliez déjà dans votre ouvrage en 2003, que les agences de notation font à peu près la même chose. Oui. Dans cette fameuse crise des prêts hypothécaires américains, on a découvert qu'en réalité, les agences de notation étaient également les conseillères des banques qui avaient titrisé ces fameux prêts de mauvaise qualité. Voilà, le serpent se mord la queue. Et donc l'agence de notation n'allait pas dire non, n'achetez pas ça parce que c'est pourri. Donc on s'aperçoit, d'abord, il faut savoir qui sont les agences de notation, qui sont également les gens qui opèrent pour les banques. Des jeunes gens, ce sont des carviels en fait. Ce sont des gens de 30 ans, 35 ans, souvent compétents d'ailleurs, souvent bien inspirés, mais ne bénéficiant pas d'une expérience très longue toujours, et surtout n'opérant pas vraiment pour leur propre compte. Après tout, à la limite que la banque se casse la figure, c'est peut-être mauvais pour eux, ils vont peut-être perdre leur job, mais au fond, ce n'est pas vraiment leur argent. Ce n'est pas leur argent. Et c'est bien pour cela qu'on ne peut pas avoir une confiance infinie dans les agences de notation. Alors, revenons, si vous le voulez bien, à la question que je vous posais initialement, à savoir, cette crise qui se déroule actuellement, comment la situez-vous, globalement, au niveau mondial, dans les analyses que vous développiez depuis des années? Nous appelons ça, c'est une crise de grand super cycle. Comme dirait mon petit-fils qui a 5 ans, une méga crise. Il veut de l'eau méga fraîche, lui. Tout est méga pour lui. C'est vrai qu'il est tout petit. Enfin, il a un méga grand-père, donc ça va. Voilà, donc ça se situe, nous sommes en train de terminer 5 vagues de hausse depuis 1974-1982, selon l'époque qu'on choisit, qui est la dernière vague de 5 vagues de hausse qui ont débuté en 1932, une fois que la crise de 29 a été terminée, qui sont en train de terminer 5 vagues de hausse depuis 1788. Je vais au début parler de 1720, la grande crise de 1720, qui a duré jusqu'en 1788 et qui a produit la Révolution française en particulier. Donc on est à la fin de la fin de la fin, et donc on va retourner au calme du précédent degré. Donc on va retourner certainement pour le Dow Jones à 1600, qui était la crise de 87. En un quart d'heure, enfin en 15 jours, on a baissé de 41%, vous vous rappelez. Là, je me rappelle encore les estomacs noués. Mais ce n'était pas fini. Et puis après, on remontera. Et puis on retournera au prix de 1982, qui était dans les 770. On va aux 12 000, aux 11 000 en ce moment. Vous vous rendez compte? Et pour le CAC 40, eh bien, alors 1700, c'est dans les cartes. Mais ça ne veut pas dire que ça va s'arrêter là. Peut-être, ça peut s'arrêter là, ou ça peut durer, ça peut osciller pendant des années, ou ça peut encore baisser. Mais c'est pour moi, qui ai l'habitude et qui a vu 100 fois les courbes se reproduire sur différentes marchandises, sur différents articles, j'ai vu ça sans cesse, donc j'ai une quasi-confiance dans ma prévision que le CAC retournera à 1700, c'est une évidence. Alors, précisément dans cette optique, quelle est la responsabilité de la gestion des États et du comportement général des investisseurs, qui dépendent quand même beaucoup des États et de la politique de crédit qui est suivie? Et deuxièmement, quelle est la responsabilité quelle pourrait être la responsabilité positive d'un État? Parce que finalement, si ces crises sont inéluctables, quoi que fasse l'État, tout doit arriver. Alors que si nous avions un État vertueux dans un pays important
qui réduirait l'endettement, qui ferait en sorte que les investissements reprennent et que l'économie soit stabilisée, au fond, est-ce qu'on ne pourrait pas retarder les crises? On peut peut-être les retarder, on ne peut pas les éviter, tant que les erreurs qui ont été commises ont été commises. Et donc il faut réparer les erreurs. Mais ce qu'on pourrait faire, et j'en termine rapidement, ce que devrait faire un gouvernement à l'heure actuelle, qu'il soit français ou américain, c'est s'attacher à expliquer les causes, retrousser les manches, et dire voilà ce qu'il faut faire. Et c'est ce que j'explique dans mon dernier livre. Oui. D'ailleurs, et j'en aurai fini, je crois que Nicolas Sarkozy a lu mon livre, il le lit régulièrement, il met en œuvre, le lendemain matin, il appelle Fillon, il dit « Fillon, ça y est, aujourd'hui on fait la page 89 ». J'espère qu'il va arriver rapidement à l'agriculture pour suivre, parce que ça c'est vraiment le morceau de roi. Donc en fait, le grand problème qui se pose à la France actuelle, et je le dis en toute simplicité, c'est que le président de la République et le Premier ministre n'ont pas assez le temps de lire. Voilà. S'ils avaient un peu plus le temps, les choses iraient beaucoup mieux. Alors, je vous laisse méditer cette profonde pensée que j'ai eu la faiblesse de proférer, et nous allons marquer une brève pause technique, et nous reprenons tout de suite après notre entretien avec Olivier de Duclas, afin qu'il puisse vous faire bénéficier de ses conseils. A tout de suite. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour à nouveau. Nous reprenons le cours de notre émission Entre nous soit dit, dont l'invité est Olivier de Duclas. Olivier de Duclas qui a publié il y a 5 ans un ouvrage qui n'a pas pris une ride, le voici, Le crack programmé aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Et naturellement, nous allons maintenant revenir au sous-titre « Comment préserver votre patrimoine ?» en demandant à Olivier de Duclas, alors quelles sont les choses à faire et à ne pas faire. Alors, vous avez, naturellement, on peut renvoyer à votre ouvrage qui, de façon plus complète, exposera les bonnes pratiques et les mauvaises. D'une façon générale, la thèse que vous défendez est que quand on est dans une phase où l'ensemble de l'économie connaît une déflation, car c'est finalement le terme qui convient, ce qu'il faut avant tout, c'est rester liquide. C'est-à-dire, il ne faut plus avoir d'investissement de longue durée, et en particulier, il faut quitter les actions. Ah voilà, c'est la première chose à faire, la première chose qui doit déjà être faite. Enfin, tous mes lecteurs, je pense qu'ils n'ont plus beaucoup d'actions depuis un certain temps, mais les titres de société vont baisser, ça c'est clair. Ça, c'est la bourse à proscrire. À proscrire. Alors, il y a des placements un peu plus sûrs, qu'on appelle les obligations. Ces obligations peuvent être fondées sur des emprunts d'État ou des emprunts d'entreprise. Alors, si je vous comprends bien... C'est plutôt des emprunts d'État. C'est plutôt des emprunts d'État. Mais les entreprises vont souffrir. Voilà. Est-ce qu'il faut placer son argent sur un État en faillite comme la France? Mais l'État en faillite comme la France, c'est un État qui va perdurer. L'État se remet toujours. L'État se remet toujours d'une faillite. Oui. Il a plusieurs moyens pour ça. Ne pas payer ses dettes. Ne pas payer ses dettes, oui. Donc une raison pour ne pas lui prêter. C'est une raison pour ne pas lui prêter, c'est vrai. Et en particulier, c'est une thèse que je défends depuis très longtemps, surtout proscrire l'assurance vie française, dans la mesure où il faut le vérifier auprès de elle a comme support des actions. Et pour support des emprunts d'État. 40% de l'encours de l'assurance vie est représenté par des obligations de l'État français, il ne faut quand même pas l'oublier. Donc on peut avoir quelques inquiétudes sur ce type de placement. Donc ce qu'il faut faire, à mon avis, comme on a vu vous ai-je dit en cours de la première partie que l'euro allait baisser? Oui, il me semble. Oui, oui. Si l'euro baisse, le dollar va monter. Donc, je crois que la logique conduit à acheter ce qu'on appelle des Treasury Bills, c'est-à-dire des obligations d'État américains à 30, 60 ou 90 jours. Parce que vous avez, en achetant des obligations à 30 ans de long terme, des OAT à long terme, 10 ans, 20 ans, 30 ans, vous avez un risque supplémentaire, en dehors de celui de la monnaie quand il s'agit de l'État français, vous avez le fait que les taux d'intérêt risquent de remonter. Et vous savez bien qu'en période de crise, tout le monde cherche de l'argent. Donc, tout le monde cherche à emprunter, passe-moi 100 balles. Et ce qui provoque immanquablement une hausse des taux d'intérêt. En achetant des obligations à court terme aux États-Unis, vous risquez de gagner sur le dollar, et chaque fois vous risquez d'avoir un peu plus.
Tous les 3 mois, on va vous dire, c'est plus 5, c'est 6, puis c'est 7, puis c'est 8. Parce qu'il faut savoir que les obligations baissent, la valeur des obligations baisse quand les taux d'intérêt montent. Évidemment. Voilà. Et donc, la prudence conseille effectivement de ne pas se porter sur des obligations long terme. Long terme, voilà. Alors, un mystère. L'or. Dans votre ouvrage, vous parlez du dernier pic atteint par l'or, c'était dans les 1980 si je me souviens bien, où il avait atteint la somme de 850 dollars l'once d'or. Nous sommes aujourd'hui à pas loin de 900. Oui, et on a connu un peu plus déjà. Et on a connu un peu plus. Le dollar, l'or n'a pas répondu à mes prévisions. Donc je m'en suis désintéressé. Et pour quelle raison l'or se comporte-t-il comme cela? Est-ce la crainte qu'il fait monter? Est-ce la crainte de l'inflation? Ou est-ce tout simplement, je dirais, une vague inquiétude qui est un peu généralisée et qui fait qu'une fois de plus on se reporte vers des valeurs que l'on dit de refuge? Oui, je crois que c'est ça. Je crois que comme les marchandises dont j'ai parlé tout à l'heure, qui ont fait un pic en 73, l'ensemble des marchandises en général, y compris les métaux, a fait un pic en 1980. C'était les fameux achats anticipés par les soviétiques à l'époque. Et le 1er janvier 1980, ils envahissent l'Afghanistan, et hop, ils vendent tout l'or accumulé les mois précédents pour payer la guerre. Eh bien, de la même manière qu'il y a eu un pic, que ces pics de 73 pour les marchandises alimentaires et 80 pour les métaux ils ont été battus pour les marchandises alimentaires, ils ont été battus pour l'or. Bon, il faudrait que je regarde exactement comment ça s'explique, je vais le faire. D'ailleurs, je pensais le faire, mais j'ai pas eu le temps. Bon, eh bien, nous l'inviterons une fois que vous aurez accumulé assez d'or pour savoir comment il se comporte. Notre maître héliotiste Prechter prétend que l'or a fait son pic et qu'il a déjà engagé sa baisse. Il était logique, autant il était logique d'acheter l'or pour se prémunir contre l'inflation du prix des matières premières, autant il deviendra inutile de conserver l'or si la déflation s'installe. Les personnes qui ont acheté de l'or... Il y a une autre raison. Oui, allez-y. Il y a une autre raison pour laquelle l'or doit baisser. À mon avis, c'est que la grande crise, la fin des accords de Bretton Woods, en 1971, la fin de la convertibilité du dollar en or, tout ça, ça a permis les dépenses, les déficits, l'expansion monétaire indéfinie et infinie. Donc le système a été déréglé parce qu'il n'y avait pas de contrepartie à la création monétaire. Il n'y avait pas d'instituteur avec une règle en fer. Donc on pouvait faire ce qu'on voulait, on n'était jamais sanctionné. Et si le dollar baisse, on s'en fout, c'est nous les rois, on a du dollar, on fait ce qu'on veut. Donc il va falloir réintroduire de la discipline dans la gestion des finances publiques de par le monde. Je ne vois qu'un seul moyen, c'est le retour à l'encaisse métallique. Or, argent, ce que vous voulez, on peut même le baser sur l'uranium si on veut, pourquoi pas. Mais il faut qu'il y ait une discipline, qu'on ne puisse pas émettre plus de crédit que ce qu'il est raisonnable d'émettre. Et du coup, l'or revient en ligne de mire. C'est-à-dire que je crois que les banques centrales seront obligées d'avoir à nouveau recours à l'or, de rétablir les talons or. Mais les banques centrales ne sont pas folles. Elles ne vont pas acheter de l'or à 1000 dollars. Elles vont, à mon avis, d'ailleurs, il y a un plan que vous n'ignorez pas. Depuis des années, toutes les banques centrales vendent de l'or. Elles ont eu tort, apparemment. Mais quand on a tort, on s'en fait toujours, vous savez. Donc elles vont probablement continuer à le vendre. Et il suffit qu'il commence à vraiment baisser un peu pour qu'en appuyant sur le champignon, on fasse revenir l'or à des prix où les banques centrales pourront à nouveau acheter l'or pour constituer leurs encaisses. Contrepartie de la monnaie émise. Alors, il y a là également un retour à ce que vous expliquez très bien dans votre livre concernant la psychologie. Et la psychologie et les comportements. Vous nous expliquez dans l'ouvrage que tant que les petits achètent, ça va monter. Oui. C'est le moment où les gros vendent. Mais quand les petits prennent peur, ils vendent et c'est les gros qui achètent. Et là, ce que vous venez de dire à propos de l'or, c'est la même chose. Il y aura des très très gros qui achèteront de l'or quand il sera... Les États, en l'occurrence, quand il sera descendu suffisamment. À 300 dollars ou à 200 dollars. Parce que c'est un actif, l'or. Il est détenu par de nombreuses personnes, de nombreuses institutions, de nombreux gouvernements. Et donc, quand il y a la crise économique majeure qui s'annonce, qui est déjà engagée, consécutive à cette énorme crise boursière,
va donner son plein, il faudra bien vendre quelque chose. On vend les bijoux de famille. On vend les autoroutes. Voilà. Qu'est-ce que je ne décolère pas contre cette vente des autoroutes à des intérêts privés alors que c'est un impôt. Mais qui dit indolore. Oui. Volontaire. Et puis parce que vous n'êtes pas obligé d'emprunter l'autoroute. Et là, alors ils ont vendu les bijoux de famille parce qu'ils étaient trop endettés, peut-être à des copains, j'en sais rien, je ne veux pas faire d'accusations mal placées. En tout cas, ils l'ont vendu, et puis l'État se prive de ressources considérables. C'est idiot. Oui, mais enfin, il ferait bien de se priver aussi de beaucoup de dépenses qui seraient une excellente chose. C'est évident, il faut se serrer la ceinture. Voilà. Alors, autre élément très inquiétant, et notamment en France, les retraites. Ah non, ne parlez pas. Moi qui suis à la retraite depuis 5 ans. Je suis désolé. Et qui suis destiné à y rester encore longtemps. Si Dieu me prête vie. Une centaine d'années, je vous dis tout à l'heure. Donc, les retraites sont évidemment un élément de grand souci, surtout dans les pays qui les ont fondées sur la répartition, puisque le principe de la répartition est extrêmement simple. On prend l'argent aux actifs et on le donne aux inactifs, donc aux retraités en l'occurrence. Il n'y a pas d'argent placé. Donc, nous sommes évidemment très menacés à partir du moment où le nombre des actifs diminue et celui des retraités augmente. C'est le cas depuis quelques années et on nous annonce régulièrement chaque année comme une surprise le fait que le déficit de la sécurité sociale augmente encore. On sait depuis 30 ans ou 40 ans, un peu moins parce que les décisions concernant l'âge de la retraite ont été prises en 1981 pour la dernière fois, quand la retraite à 60 ans a été instituée, depuis quelques petites variantes. On sait que l'année 2005, elle est marquée le début du départ à la retraite des personnes qui étaient nées dans les années d'après-guerre. Et donc aujourd'hui, il y a chaque année 250 à 300 000 personnes de plus, chaque année, qui partent à la retraite par rapport aux années précédentes. Voilà, donc il n'est pas étonnant que le régime de retraite, qui était à peu près équilibré, soit maintenant déficitaire de 5 milliards d'euros, puis 6 milliards, puis 7, et ça va continuer. Alors, quand les retraités vont se retrouver dans cette situation, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vendre leur immobilier s'ils en ont? Eh bien, oui, il va falloir... Et tout va baisser, alors? Tout va, oui, mais il y a peut-être quelque chose à faire avant, c'est peut-être se remettre au travail, augmenter le nombre des actifs. Ah oui. Alors c'est ce qu'essaie de faire le gouvernement actuellement, mais, oui. Mais il le fait d'une manière qui n'est pas quand même très convaincante, dans la mesure où, pour que les retraités se mettent au travail, il faudrait aussi qu'il y ait du travail. Et moi j'ai fait les deux. Oui, d'accord, mais vous êtes une personne. Et il y en a quand même, il y a plus de 12 millions de retraités. Non mais ils font des efforts, au gouvernement ils font des efforts incontestablement. Mais il y a une chose qui n'a pas été encore vraiment comprise parfaitement, c'est cette histoire de mondialisation. C'est un dogme, c'est un must. Tout le monde doit consacrer à la mondialisation. Je note quelques petites réticences de M. Sarkozy, qui a pris comme moi, comme bête noire, Peter Mandelson et Pascal Lamy. C'est une catastrophe, cette mondialisation. Donc, si on est... le cours des choses va nous forcer à revenir en arrière, parce que, chose curieuse, j'ai un peu étudié les crises au cours de ma vie professionnelle. Et je vois que chaque fois qu'il y a une crise majeure, comment s'en sort-on? 1. On fait des grands travaux. 2. On ferme les frontières. Et chaque fois, systématiquement. Alors, commençons par fermer les frontières pour éviter d'accroître le chômage. Alors, il y a quand même sans fermer les frontières, oui. Faisons une préférence communautaire, une vraie. Alors, il y a quand même un argument qui milite dans le sens inverse, sinon complètement inverse, du moins qui modère quelque peu votre rire contre la mondialisation, c'est le fait que l'Europe fait 60 à 70% de son commerce avec l'Europe. Nous-mêmes, nous Français, nous faisons 65% de notre commerce avec l'Europe. Et une des raisons qui font que l'Allemagne, elle, qui commerce aussi avec l'Europe dans les mêmes proportions, mais avec le monde entier, qui a réussi à maintenir ses coûts de production par une politique de rigueur salariale, l'Allemagne s'en sort très bien. Donc, je ne suis pas sûr que tous les pays de la zone euro soient contraints de prendre les mêmes mesures. Et donc, comment faire, puisque nous sommes obligés de prendre les mêmes mesures, au moins sur le plan monétaire. Non, mais on pourrait faire une protection européenne. Oui, mais les Allemands ne la veulent pas. Mais ils la veulent. Oh, ils la veulent plus ou moins. Ah non, dans la mesure où, écoutez... Dans la mesure où leurs produits se vendent parce qu'ils sont les seuls à les faire. Oui. Ils s'en fichent. Ils s'en fichent. Non, je vois pas en quoi... Si on parlait de l'agriculture, parce que vraiment... c'est le moment. C'est le moment, ça me brûle, parce que... Allez-y. Vous avez vu que dans tous mes ouvrages, je n'arrête pas de dire qu'il faut qu'on soit autosuffisant, du point de vue de notre alimentation, en cas de guerre, ou en cas d'envolée des prix.
Et toute la politique des Anglais, ça a été de détruire l'agriculture, des Anglais et des Américains. Ça a été de détruire l'agriculture. L'agriculture des autres. Oui, l'agriculture des autres. Oui, bien sûr, parce qu'eux-mêmes, en rejoignant le marché commun, ils ont connu une expansion de leur agriculture assez symptomatique. Et il y a une mesure que je préconise dans mon livre, c'est d'arrêter les subventions. Parce que ce qui se joue en ce moment, là, c'est important. L'OMC, on a introduit un cheval de Troie nous-mêmes dans cette organisation. Il faut que ça débouche sur la consécration des thèses anglo-saxonnes, qui sont complètement biaisées, puisque les Américains sont les distributeurs numéro 1 de subventions à l'agriculture. Vous savez qu'un agriculteur, un cotonnier du Burkina Faso, est incapable de produire du coton à un prix américatif. Les Américains sont moins chers. Vous vous rendez compte? Alors qu'ils sont subventionnés. Parce que les Américains sont subventionnés. Mais ça, les Américains ne veulent pas en entendre parler. Pour eux... Ils ont dit qu'ils allaient baisser un peu les subventions. Oui, enfin, bon, d'ici là, s'ils le fassent. Enfin, il n'empêche que... C'est inévitable, il faut baisser les subventions. En particulier... Et européennes aussi. Voilà, pas de subventions à l'exportation. On doit avoir un marché protégé. C'est-à-dire que tant qu'on produit du blé, quand on en a assez, et qu'on produit suffisamment de blé, on ne laisse pas rentrer le blé étranger, sauf ce qui paye des taxes énormes, ou des montants compensatoires importants. Ça permettra... On ne doit pas donner le blé. Moi, j'ai fait ma carrière dans le blé, les soja et les blés. Eh bien, dans les années 70, il y a la fameuse loi publique américaine numéro 480 qui faisait que on vendait du blé à l'Égypte et à d'autres, des centaines de milliers de tonnes, avec des intérêts remboursables en 30 ans, avec des intérêts à 3%, et on leur remettait régulièrement leur dette. Autrement dit, on leur donnait le blé. Pourquoi voulez-vous qu'ils en produisent? On leur donnait. C'est-à-dire que le pain, là-bas, en Égypte, ça frappera les esprits, j'espère. Qu'est-ce qu'on en faisait? Il était tellement bon marché qu'on le donnait aux animaux. Alors que nous, on donne du fourrage. On donne aussi un peu de soja, un peu de blé, bien entendu, mais eux, ils nourrissaient leurs animaux avec du pain. On a détruit l'agriculture vivrière en Afrique. Mais c'est le problème, effectivement, un des problèmes majeurs de l'Afrique actuellement. Il faut que les Africains puissent subvenir à leurs propres besoins alimentaires. Et ça fera naître un petit commerce aux alentours, et puis ça fera naître une petite industrie, et ils feront comme nous. Ils mettront le temps, mais ils feront comme on a fait au cours des dizaines, des siècles. Donc, l'agriculture, gros problème, mais très difficile à résoudre dans la mesure où les intérêts des céréaliers, qu'ils soient américains ou autres, et en particulier les céréaliers français, qui touchent énormément d'argent de la politique agricole commune. Il faut qu'ils arrêtent de toucher. On leur supprime tout, on leur dit, voilà, vous aurez un prix garanti. Alors, on va maintenir le système des prix garantis, c'est le consommateur qui paiera le pain à son juste prix. Quoi? Il faut bien payer un peu... D'ailleurs, vous avez vu que les boulangers, maintenant, ils font des baguettes de tradition. Ah oui. Ça coûte infiniment plus cher que les autres, mais c'est infiniment meilleur, c'est du bon pain. Alors, on continue de parcourir tous les éléments de la crise et tous les éléments de prévision qu'il faut faire. Vous nous avez dit que l'immobilier, il fallait s'en défaire, sauf de sa résidence principale, Vraiment. Ce qui est la sécurité même. Les actions, non. Les obligations, avec beaucoup de prudence et surtout pas à long terme. Court terme. Et plutôt aux États-Unis, curieusement, voilà. Eux qui vont connaître une crise qui déclenche la crise majeure, eh bien, je crois toujours à la pérennité, in fine, du gouvernement des États-Unis. Là, tout simplement, c'est la première puissance mondiale et elle est destinée à le demeurer pendant un certain temps. Et oui, donc on peut même souscrire des obligations de l'État français, qui lui aussi reste pérenne au cours du siècle. Depuis Bouvines, oui. On a un État français qui se tient quand même. Il y a eu des faillites aussi. Il y a eu des faillites, mais comme il y en a toujours, oui, alors les faillites, c'est finalement on vous paie pas, on vous rembourse pas. Bon, c'est un risque. Ah oui, c'est un gros risque même. Hein. C'est un gros risque, mais je ne le perçois pas comme un risque absolument majeur pour l'instant. Je ne vous suivrai pas, moi je crois qu'il est majeur, tout simplement parce que vous avez... Ça n'empêche pas de conseiller de prendre des obligations américaines à court terme. Tout simplement parce que vous avez fort bien décrit dans votre livre ce qui s'est passé en Argentine, et ce qui se passe en France y ressemble furieusement.
effectivement, le gouvernement argentin, les affaires en Argentine se sont améliorées ensuite. Oui, ça va très bien maintenant. Ça va bien. Bon, il y a une crise. Je veux dire que là, ils ont une présidente. Voilà, c'est moins parce qu'ils ont une présidente que parce qu'ils ont eu un président qui était son mari. Non, en réalité, c'est parce qu'ils. Non, je ne dis pas ça par machisme. Non, je dis simplement parce qu'ils ont oublié de payer leurs dettes. Et oui, réalité, ils ont renoncé. J'aime bien l'expression. Ils ont renoncé à 85% de leurs dettes. Voilà. Quel courage. Ils sont formidables. Et ceux qui ont évidemment payé le prix, ce sont les petits épargnants, Italiens qui avaient investi leurs économies, voilà, comme les Français l'avaient fait auprès du Tsar. En emprunt d'État. Oui. Et donc, n'ayant pas payé leurs dettes, ils ont pu repartir du bon pied. Et, voilà. Et du coup, les choses vont mieux pour eux. Moi, ce que je crains, c'est pour ça que je défie. Je me méfie plutôt des investissements qui ont un rapport avec l'État français actuellement, tout simplement parce que l'État est incapable de maîtriser ses finances publiques et que nous allons vers des déficits accrus et vers une situation qui deviendra très vite incontrôlable, ne serait-ce qu'en raison des troubles sociaux qui vont être créés de plus en plus nombreux à cause de la crise économique qui est en train de se développer. Regardez tout simplement les journaux, la télévision, vous verrez que chaque jour, des centaines d'emplois sont détruits. Alors il n'y a pas que les délocalisations, il y a aussi le fait qu'on ne peut plus créer d'emplois. Regardez, il y a 2,5 millions d'entreprises en France. L'immense majorité d'entre elles sont des toutes petites entreprises. Ce sont elles qui sont en train soit de disparaître, soit d'être dans l'incapacité de créer des emplois, parce qu'on ne leur laisse pas assez d'argent disponible pour investir. Donc la crise, il y a trop de charges. Il y a trop de charges. La crise est profonde, elle est durable, elle durera tant qu'on n'aura pas fait le nécessaire pour que les petites et moyennes entreprises puissent conserver une part importante de ce qu'elles gagnent. Elle va durer jusqu'en 2014-2016. Eh bien, nous avons du pain sur la planche, cher Olivier de Duclas. 2014-2016, c'est quand même dans 8 ans au moins. Oui. Et donc, oui, enfin, nous verrons. Alors, peut-être 2013. Peut-être 2013, soyons optimistes. Ça va faire 13 ans après 2000. Oui, donc, nous avons, je crois, fait à peu près le tour des placements à éviter. Il y en a beaucoup plus à éviter qu'à rechercher, d'ailleurs. Donc, rester liquide. Mais rester liquide, ça veut dire quoi, exactement? Liquide, ce sont des bons du Trésor américain. Oui. Mais c'est aussi de la monnaie. C'est de la monnaie, oui. Mais c'est de la monnaie. Ah oui, c'est aussi. Ça peut aussi être du cash, oui. Ça peut être du cash. Oui, ça peut être du cash. Peut-être tout simplement sous un matelas, vous pouvez mettre vos économies. Alors naturellement, faites attention aux voleurs. Il y en a quand même. Et puis l'endroit du matelas est assez bien connu en général, donc ce n'est pas forcément là qu'il faut le mettre. Mais il y a quand même un phénomène très curieux. Est-ce que vous avez remarqué que dans les banques françaises, il n'y a plus d'argent? L'autre jour, je suis allé à ma banque, j'ai découvert que je voulais retirer une petite somme pour faire face à des petites dépenses quotidiennes, et on m'a dit, mais nous ne donnons plus d'argent. Alors je leur dis, donc vous n'êtes plus une banque, alors vous êtes quoi? Vous êtes un bazar? Vous vendez des bonbons? Vous faites... Naturellement, les braves employés de banque qui étaient là ont été incapables de me répondre quoi que ce soit, et pour cause, il n'y a plus d'argent dans les banques françaises. C'est pour ne pas se faire voler. Oui, c'est plus exactement pour ne plus traiter pour ne plus avoir d'employés, pour ne plus les payer, pour n'avoir plus que des cartes de crédit, et donc c'est quand même un phénomène rare, car n'oubliez pas qu'à l'étranger, prenez le cas de l'Allemagne, les Allemands payent pratiquement tout en billets. Oui. Ils payent, et en Espagne, les coupures qui circulent en Espagne sont les billets de 500 €. Il faut le savoir, il n'y a pas que celle-là, mais il y a une énorme circulation de billets de 500 €. C'est pour ça que l'économie va bien, car les gens ont de l'argent et ils sont moins inquiets à l'idée de se faire ponctionner par l'État. En Allemagne, donc vous payez la plupart de vos dépenses en espèces. Il n'y a qu'en France où les espèces ont disparu. Et vous voyez, quand vous faites une queue au supermarché ou n'importe où, dans un commerce quelconque, des cartes, mais quelqu'un va payer une somme, 3 € avec une carte. C'est absolument délirant, quoi. Les gens n'ont plus un centime de monnaie sur eux. Donc tout ceci est une situation parfaitement anormale. Mais moi, ce que je trouve parfaitement anormal et grave, c'est qu'il n'y ait plus d'argent dans les banques. Quand vous allez dans votre banque, par exemple, je suis sûr que dans toutes les banques c'est pareil, ou à la poste, on vous dit, si vous voulez retirer plus de 1500 €, il faut prévenir 48 heures à l'avance. Ah oui. Non, mais vous vous rendez compte, 1500 €, c'est... pour les personnes qui sont restées aux anciens francs, aux francs plutôt, 10 000 francs. Bon, 10 000 nouveaux francs. 10 000 nouveaux francs, qu'est-ce que vous pouvez acheter pour 10 000 nouveaux francs? Bon, évidemment, une baguette de pain tradition, comme vous venez de le dire, et même quelques-unes. Mais vous ne pouvez... Bon, ce n'est pas une très grosse somme par rapport au prix qu'ont atteint les différents objets ou les différentes denrées. Et donc,
il peut être utile pour quelqu'un qui part en voyage, je ne sais pas, d'avoir une somme de cet ordre. Mais vous vous rendez compte, si vous partez brutalement, si vous êtes obligé de vous absenter, bon, évidemment, on vous dira, vous avez une carte, vous pouvez toujours vous débrouiller, mais enfin, tout ceci, c'est un mauvais signe, quoi. Le fait qu'il n'y ait plus d'argent dans les banques, c'est quand même, pardonnez-moi de citer une anecdote, mais je la trouve très drôle, elle est ancienne, mais il y a une pièce qui s'appelait, comment s'appelait-elle, j'ai oublié, mais ça va me revenir, et qui mettait en scène, ça s'appelait La cuisine des anges, voilà. Et c'était une pièce des années 50 qui a été repassée ensuite à la télévision, je l'ai vue à la télévision. Elle mettait en scène 4 bagnards, je crois qu'ils étaient 4, qui s'étaient enfuis du bagne de Cayenne, et qui se réfugiaient dans une maison. Et là, à un moment, ils font la popote, et l'un d'eux dit « Passe-moi le poivre ». Et celui à qui il le demandait lui dit « Il n'y a pas de poivre ». Et l'autre lui répond « Il n'y a pas de poivre à Cayenne ?» Hurlement de rire, hurlement de rire, c'est une anecdote formidable. Eh bien, vous pouvez faire la même chose. Il n'y a pas d'argent à la banque. Non, c'est quand même gravissime. Donc, encore une anecdote, mais je la trouve extraordinaire. Bon, je gêne parfois un petit peu les braves dames qui sont à la caisse, mais je vais donc retirer une petite somme, et la dame me dit, je n'ai plus d'espèces, j'ai juste un petit billet, etc. C'est pas une grosse somme. Je dis, écoutez madame, si vous voulez bien sortir de votre guichet, mais pourquoi? Mais parce que nous allons partir ensemble, nous allons sortir de la banque. J'ai un petit chapeau, nous allons faire la quête, si vous voulez. Ça, vous aurez des espèces. Je vais vous rendre service. Bon, évidemment, les gens comprennent l'humour, mais vous vous rendez compte de quelle situation nous vivons actuellement? C'est quand même un peu fou. Alors bon, je ne vais pas raconter trop d'anecdotes, mais enfin, c'était destiné à illustrer votre propos. Donc, votre position actuellement, c'est vous êtes en ligne avec vos prévisions antérieures de celles d'il y a quelques années. Il n'y a pas de, il n'y a rien à changer. Il n'y a rien à changer. Votre livre a toujours sa valeur prédictive. Vous êtes, concernant la situation française, vous êtes quoi, très pessimiste, moyennement pessimiste, allez, risquons le mot, optimiste? Je ne peux pas être optimiste, il n'est pas question de pouvoir être optimiste, mais enfin, je pense que nous avons des gens qui nous dirigent et qui ont une énorme qualité, qui ne se voilent pas la face, ils ne refusent pas de regarder les problèmes. Et en général, quand ils s'y attellent, ils arrivent à trouver des solutions. Alors la solution, je pense qu'ils vont la trouver tout seuls, ou en lisant mon livre, peut-être. Préférence communautaire, intégrale. Bon, reprise des affaires, reprise de l'épargne, etc. Alors ce sera... Donc je pense qu'on sera inévitablement touché par la crise mondiale qui déferle, mais qu'on sera peut-être les premiers à trouver les bonnes solutions. Eh bien, espérons que vous avez raison, et espérons que ceux qui nous gouvernent vous écoutent et vous lisent, en tout cas au moins en ce qui concerne les grandes mesures à prendre. Je rappelle le titre de votre livre, Olivier de Duclas, Le crack programmé, sous-titre important, Comment préserver votre patrimoine, aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Nous nous reverrons prochainement, j'espère, pour vérifier vos prédictions, car vous savez, c'est comme le docteur, il faut quand même qu'on sache si on va guérir ou si on va être malade. Donc, docteur de Duclas, merci de nous avoir accompagnés dans cette émission. À bientôt. Madame, mademoiselle, monsieur, merci de nous avoir écoutés. Je vous souhaite, malgré un certain nombre de prédictions pessimistes, mais avec un optimisme malgré tout maintenu, de rester heureux, de bien vous porter. À bientôt. Vive la France.